Le train a coupé les plaines infinies des États-Unis avec un rythme métallique et insistant, comme si le rail frappait une mesure militaire. Mais ce qui a vraiment perturbé les soldats blottis dans les wagons en bois, ce n'était pas l'étrange paysage qui glissait au-delà des fenêtres ou l'incertitude de la captivité qui les attendait. C'était la musique. Au dernier arrêt, lorsque les portes se sont ouvertes un instant, un son inattendu a envahi l'air, l'énergie vibrante d'un groupe de métal, avec des trompettes aiguiques, des clarinettes agiles et une basse rythmique qui a pulsé avec une joie contagieuse. Les prisonniers allemands ont échangé des regards intrigués. Étaient ceux du jazz? Ils avaient été préparés à quelque chose de tout à fait différent. Des mois de bataille implacables, de bombardements ennemis et de propagande nazie les ont convaincus que la prison aux États-Unis serait un enfer de froid, de cruauté et d'humiliation. Führer a décrit l'Amérique comme un lieu de décroissance morale, de chaos et de violence. Mais ils étaient là, serrés dans un chariot vers le cœur du pays, et le premier contact n'était pas avec des cris de garde ou des ordres mécaniques, mais avec une mélodie. Pas de mélodie, c'est le swing, qui syncopé, rythme libre, enraciné dans la culture noire, interdit et diabolisé dans sa patrie. Ils sont arrivés à Campos Commirn, Texas ou Alona, dans l'Iowa, ou peut-être une installation au Colorado. Les destinations variaient, mais la surprise a été unanime. En descendant sous le regard attentif des gardes armés, beaucoup d'entre eux avec des chapeaux à rabat large et des expressions silencieuses, pas de casque en acier, ils ont remarqué un autre détail curieux. À côté de l'entrée, une planche d'avertissement a présenté une programmation quotidienne, en plus des heures de travail et des repas, il y avait des soirées cinéma, des heures musicales et, les plus intrigantes, des séances de swing dans la salle de loisirs. Ces hommes avaient traversé des champs européens lancés, des heures de formation sous les ordres et entendu des discours sur les dangers de la culture américaine. Maintenant, sous le soleil brûlant du Texas ou le ciel ouvert du Kansas, ils sont tombés sur une réalité opposée, des tentes alignées avec précision, des toilettes propres, des packs de la Croix-Rouge insouciante et même des officiers américains. Mais le vrai choc est venu de l'air, à travers les fenêtres ouvertes du siège, où une radio a joué sans arrêt. Il y avait encore, Benny Goodman, Glenn Miller, la douce souffle d'une clarinette chevauchant le buzz de la vie quotidienne. Certains seraient dit, repoussés par une liberté aussi étrange. D'autres, prudemment, ont senti la curiosité éveillée. Et il y avait ceux qui, musiciens dans le passé ou les auditeurs clandestins de disques interdits à Hambourg ou à Colonie, ont reconnu quelque chose de familier, un souvenir, un rythme qui a palpitant en eux. À l'heure des repas, les conférenciers, utilisés pour les appels généraux, ont joué des chansons populaires entre les avertissements. Les accords de Louis Armstrong, Duke Ellington et Artie Shaw ont fait écho à travers les champs. Pour les hommes, l'habitude de croire que le rythme ne servait qu'à marcher et que l'état était tout, l'idée que la musique pouvait nourrir l'âme était révolutionnaire et déconcertante. Les premiers jours ont été un tourbillon, pas seulement pour le long voyage ou le paysage extraterrestre. Ce fut le début d'une rééducation subtile, non imposée par des conférences ou des folioles, mais par l'atmosphère culturelle elle-même. Un dédain, convaincu que c'était une tactique de guerre psychologique, les Américains, bien sûr, voulaient se laver le cerveau. D'autres, cependant, n'étaient pas si sûrs. Ils ont été cliqués sur des mélodies étrangement inconnues, fixés à la radio avec un déguisement de l'indifférence, et la nuit, allongés sur les lits superposés, toujours écouter les échos étouffés de swing flottant près du camp. Un prisonnier, dans une lettre à domicile un mois plus tard, a décrit l'expérience comme un type d'hypnose. Je ne savais pas quoi penser des gardes qui souriaient alors qu'ils marquaient la boussole avec les bottes ou le fait que, même derrière les barreaux, il semblait y avoir de la place à la joie. Ce n'était rien. Qui lui avait dit? Et ce n'était que le début. Au cours de la 3e semaine, la radio n'était plus un bruit de fond. Était devenue une présence. Chaque chant avait sa routine, mais beaucoup ont suivi une norme, le matin appelé désignation de tâches, le petit déjeuner, puis une heure de radio dans la salle ordinaire, une concession prédite, voire vaguement, selon les normes de la Convention de Genève sur l'accès à la culture. Au début, beaucoup ont ignoré ou moqué. Au fil du temps, cependant, les chansons s'infiltraient. Les journaux produits par les prisonniers eux-mêmes, en allemand et supervisés par la censure américaine, ont commencé à inclure de petites colonnes sur les chansons les plus jouées. Certains ont commencé à faire des listes non officielles de leurs favoris. Des noms comme Ella Fitzgerald et Nat King Cole sont venus dans des conversations, même si peu savaient comment étaient ces artistes. Les gardes s'en fichaient. Certains, en fait, semblaient aimer expliquer, prêter d'anciens records et montrer leurs joueurs portables, grincés statiques, mais toujours capables de transporter une mélodie à travers le sol en béton.
Ce qui a vraiment accéléré la transformation, ce sont les bibliothèques. À la fin de 1943, les autorités américaines, encouragées par les officiers moraux du département de la guerre, ont commencé à distribuer des livres et des dossiers aux prisonniers. Non seulement la littérature allemande ou les traités politiques, mais les collections de jazz, le swing et la musique orchestrale américaine populaire, envoyées dans des boîtes marquées comme « matériel pour l'élévation du début ». Les gardes plus audacieux ont même appris aux prisonniers curieux à exploiter les dossiers. Parmi eux, les enseignants, les étudiants et les musiciens avant la guerre ont pris les devants, cataloguant leurs enregistrements et même organisant des séances d'audience. Otto, un ancien professeur de musique de Leipzig, n'avait pas joué de clarinette pendant 2 ans. En voyant les albums américains, une flamme silencieuse s'est allumée sur lui. Avec la permission, puis avec le stimulus, du commandant de terrain, a rassemblé d'autres prisonniers avec une veine musicale pour former un groupe d'études. Ils ont analysé les structures rythmiques, ont noté des mélodies et ont essayé de transcrire les chansons dans des matchs de papier de Sao Paulo empruntés. Ce n'était pas seulement un passe-temps. Pour beaucoup, c'est devenu une forme de résistance, une façon de survivre. Il y avait bien sûr une résistance. Tout le monde n'était pas prêt à embrasser ce nouveau monde. Les plus radicaux de la caserne murmuraient sur l'infiltration culturelle, voyant dans le virus swinga une arme de démoralisation. Mais même eux, lorsque l'orchestre de Count Basie a atteint une groove irrésistible, ils ont senti leurs doigts frapper involontairement leur mesure. Ce rythme avait quelque chose d'inévitable. Et puis la nuit est venue que personne ne s'attendait. Dans un domaine de McCoy, Wisconsin, sous une fine pluie, le Lounge a fait la promotion d'une nuit d'ordres musicaux à la radio. Chaque hangar pourrait choisir une chanson américaine à jouer. La plupart ont opté pour l'évidence, dans l'ambiance de Glenn Miller, ou Begin the Begin par Artie Shaw. Mais un groupe a osé. Serait-il possible de jouer Lily Marlin dans la version de Marlène Dietrich? La question s'est arrêtée dans les airs, chargée d'ironie et de nostalgie. Personne ne savait avec certitude ce qui allait aller ensuite. Anglais? Les gardes riaient, les incroyants. Mais la demande a été répondue. Lorsque la voix serrée de Marlène Dietrich a rempli l'air, la moitié des hommes s'étalaient immobiles, comme si le temps s'était arrêté. Elle avait été une icône dans sa patrie, maintenant exécutée par le régime pour son opposition au nazisme et pour l'abandon de l'Allemagne. L'entendant chanter en anglais, sûr, sensuel a réveillé quelque chose de profond. Pour beaucoup, ce fut le premier moment qu'ils ont compris, non pas avec leur esprit, mais avec leur poitrine, jusqu'où ils étaient à la maison. Et pourtant, ce n'était pas seulement la tristesse de ce qu'ils ressentaient. Il y avait de la beauté dans cette douleur, et il y avait une rébellion. Lorsque l'hiver est arrivé, la musique n'était plus autorisée dans les champs. Elle les a gouvernés. Les radios crépitaient lorsque la nourriture était préparée. Le jazz a dicté le rythme des ballets balayant les barracos. Benny Goodman est devenu aussi familier que le nom de Guerin un jour. La chanson a non seulement joué, elle réécrit la mesure de la prison. Et lorsque la première neige a couvert le cœur de l'Amérique, une autre frontière s'est ouverte silencieusement derrière les barbelés des barbelés, le cinéma. Ce qui a commencé comme des projections sporadiques, offertes par les gardes comme distraction ou récompense, est rapidement devenu un rituel. Chaque semaine, les prisonniers se sont alignés devant la salle de loisirs, se battant les pieds pour effrayer le froid, serrant des tasses ersatz café entre leurs mains. À l'intérieur, des chaises pliantes étaient disposées en rangées serrées, les rideaux de panne de courant fermés et un ancien projecteur ont été poussés par un câble joyeux, qui était déjà une taxe cinématographique à Chicago. Pour beaucoup de ces soldats allemands, c'était la première fois qu'ils voyaient le cinéma américain tout au long de leur amplitude, pas seulement des films de propagande, bien que la série que nous avons menée par Frank Capra circule également, mais Hollywood dans leur plénitude, des comédies agiles, des comédies musicales vibrantes, des noirs ombragés, des drames criminels et même des dessins animés. Bugs Bunny s'échappant avec une cigarette dans sa bouche, les 3 semestres trébuchant dans leur propre idiotie, Ginger Rogers tournant en noir et blanc, Humphrey Bogart grognant entre la brume suspendue. C'était un flot d'images et de récits qui se sont séparés contre les dogmes rigides dans lesquels ils avaient été créés. La première réaction de beaucoup a été stupéfaite. Il nous montre cela, a chuchoté un ancien officier de Wehrmacht après une comédie pastellam, pleine de blagues rapides et de scènes de slapstick. Il croit que c'est la culture. Mais derrière le scepticisme, il y avait une fascination. Les films américains ne se souciaient pas de la hiérarchie ou de la solennité. Ils ont célébré les opprimés, se sont moqués de l'autorité, ont contacté l'improvisation.
Même les étoiles, le nez, brusquement, parfois mal aligné, était l'opposé des idéaux sculptés à rien dans les nouvelles de Reich. Et les femmes. Ah, les femmes. Des regards audacieux, des bouches rapides, des esprits indomptables. Confus. Captivés. Dans certains domaines, les séances ont donné naissance à des débats animés. Un hangar a défendu le mérite artistique des ombres noires et la tension syncopate du jazz. Un autre marmonna sur le poison culturel de ces femmes falastronnes. Mais sous la surface, quelque chose s'est déplacé. Ce n'était pas seulement ce que les films ont dit, c'était comme ils ont dit. La caméra se déplaçait. Les coupes étaient rapides. Les dialogues avaient un rythme. Les progrès, comme le jazz qui commençait déjà à tolérer, et même à l'aimer, pullaient d'une vie étrange mais irrésistible. Par conséquent, les prisonniers ont commencé à demander des genres spécifiques. Chaque lundi, une liste a été apposée et les hommes ont voté. Les westerns ont réussi. Il y avait quelque chose dans le juge solitaire de la frontière qui a résonné avec d'anciens soldados. Musicaux opinions divisées, l'une les a ridiculisés à haute voix, d'autres sifflèrent secrètement les mélodies. Les officiers américains, réalisant la valeur inattendue de ces séances, ont commencé à les combiner avec des efforts de rééducation. Après chaque film, des prisonniers sélectionnés ont été invités à de brefs débats, dirigés par un officier américain d'origine germanique ou un représentant de la Croix-Rouge. Les questions étaient ouvertes, pensées ventes, que dit ce film sur la liberté, pourquoi les personnages ont-ils pris ces décisions? Ils n'étaient pas interrogés. C'étaient des invitations à voir le monde par d'autres angles. Parfois, des discussions animées ont émergé. D'autres, rient. Toujours, implication. Et tandis que les Américains ont regardé les prisonniers se sont regardés. Des hommes qui ont crié des slogans de fête ont maintenant hésité. D'autres, qui avaient toujours gardé le silence, ont commencé à parler. Un mécanicien du nom de Helmut, connu pour son mutisme sombre, a surpris les compagnons de hangar citant une phrase de M. Smith se rend à Washington, cet homme crie au Sénat, et personne ne le jette. C'est la démocratie. Pro. Jetor ne sera plus une machine. C'était une fenêtre, tremblante, imparfaite mais indéniable. Grâce à Hollywood celluloïde, derrière les barbelés, ces soldats allemands ont vu une Amérique qu'aucun discours ou brochure n'aurait pu évoquer. Tout le monde n'était pas convaincu. Certains durcissent encore plus. Mais beaucoup, en silence, ont commencé à se demander, et si tout ce qu'ils nous apprenaient était un mensonge? La transition de l'exposition culturelle passive à un engagement intellectuel actif ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il a commencé subtilement sous l'égide d'un programme que le département de la guerre a appelé Special Project Division. Son objectif officiel était éducatif, offrir aux prisonniers l'accès à la littérature, à l'histoire et à la civique pour étendre leurs perspectives, adoucir les visions extrémistes, semer les idéaux démocratiques. Mais, en fait, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. Une tentative de conquérir les cœurs par la culture, pour lutter contre l'endoctrinement nazi non pas avec des balles, mais avec des idées. Et le jazz, les films, les magazines n'étaient que le début. Après des mois de captivité, des prisonniers sélectionnés, toujours volontairement, ont été invités à participer au cercle de débat. Ils ont eu lieu dans des salles de classe de fortune, équipées de tableaux noirs, de brochures, de cartes et de livres en allemand envoyés de New York. Les thèmes variaient, une semaine, la structure de la Constitution américaine, dans ce qui suit, les causes de la Première Guerre, ils tournaient souvent autour des questions soulevées par des films récents ou des émissions de radio. Une session particulièrement explosive a suivi l'exposition du Grand Dictateur, la satire audacieuse de Charlie Chaplin qui a ridiculisé Hitler. C'était un choix audacieux d'officiers américains, montrant ce film à des soldats allemands, dont beaucoup avaient récemment utilisé la croix gammée. La projection était tendue, incertaine. Certains sont sortis, furieux ou dégoûtés. D'autres sont restés, larges, riant nerveusement des marches grotesques de Chaplin et de ses discours falsifiés allemands absurdes. Mais ce qui est venu plus tard était encore plus surprenant. Dans la discussion post-fichier, un débat houleux a éclaté entre deux groupes. D'une part, les jeunes soldats du champ bavarois ont fait valoir que l'œuvre était une honte, un affront à l'autorité et à la tradition. De l'autre, des hommes plus urbains, de la mesure de la parole, ont couplé que c'était peut-être précisément le point, et que l'autorité méritait peut-être d'être ridiculisée. Si un homme ne peut pas rire, a déclaré l'un d'eux, lentement, peut-être qu'il a trop de pouvoir. Ces échanges résonnaient au-delà de la salle de classe. Cette nuit-là, la caserne bouillit de murmures.
La conversation avait suivi un cours inattendu. Pour la première fois, certains hommes ont admis, à voix basse et entre les dents, que ce ne sont pas seulement les batailles qui les tourmentaient, c'étaient les idées derrière eux. La chanson les avait rendus curieux. Les films, une fissure ouverte. Mais ce sont les questions, celles qui ont creusé profondément, qui les déstabilisaient maintenant. Les Américains savaient comment profiter du moment. Plus de livres circulaient parmi les casernes, les classiques, tels que Goethe et Schiller, pour ancrer les traductions familières, mais aussi de Twain, par Sinclair, aux extraits des discours, acides et directs de Roosevelt. Les journaux allemands, tels que Der Ruf, écrits par des prisonniers antinazis sous supervision américaine, ont été distribués dans des batteries. Au début, ridiculisés, appelés « propagande de défaitistes ». Jusqu'à ce que, semaine après semaine, les pages aient commencé à être plus prudents, surtout après que le journal disséquait les films de camp, expliquant le swing non pas comme une musique dégénérée, mais comme la voix pulsante d'une démocratie vivante moderne, multiethnique. Les nuits de l'appréciation musicale ont gagné compagnie, lectures ont américaines composées, des cours de fortune sur l'histoire des Noirs, les débats sur la philosophie politique qui a duré jusqu'à l'aube. Certains prisonniers, initialement résistants. Ils sont toujours revenus, non pas pour le contenu lui-même, mais par le ton. Les Américains n'avaient pas besoin de croyances. Juste exposés. Ils ont laissé le poids de la comparaison faire le travail, et il l'a fait, lent, implacable. Un jeune soldat nommé Dieter, qui était arrivé au camp Shelby avec la médaille de la jeunesse Hitler cousue dans la muqueuse de son manteau, a commencé à tout écrire dans un cahier. Les premières pages étaient amères, suspectes. Mais au 4e mois, il a transcrit des versets de Duke Ellington et a écrit sur le jazz comme leçon de l'insubordination. Il a demandé à son chef de discussion une copie de la déclaration d'indépendance. Non pas parce que je la crois, griffonnait-il sur la touche, mais parce que je dois comprendre pourquoi il le croit. Ce n'était pas un paradis. Les combats ont toujours explosé dans les cours. Les nazis de fanatiques rôdaient toujours la caserne, intimidant, divisant. Mais le front culturel a avancé. Le swing ne sera plus un bruit pour devenir de l'art. Les films, miroirs. Et les discussions, qui étaient autrefois éduquées des duels de mots, sont devenues une révolution silencieuse de la pensée. Lorsque le printemps s'est brouillé sur les camps, une autre métamorphose s'est produite, non planifiée par un officier du ministère de la Guerre, ni par un stratège culturel, mais née des prisonniers eux-mêmes. Un après-midi à Camp Concordia, au Kansas, un son étrange a fluctué dans les airs. Il ne provenait pas des haut-parleurs des gardes ou d'une radio. Il est venu de l'intérieur de la caserne, une clarinette hésitante, une basse murmurée, puis indubitable, le rythme d'une boîte marquant le rythme de la balançoire. C'était la première fois qu'il jouait de la musique. Le groupe a progressivement obtenu son diplôme. Les instruments étaient rares, mais la Croix-Rouge et les communautés locales, dont beaucoup soutenaient le programme de pragmatisme et parfois par une véritable sympathie, ont donné ce qu'elles avaient, une trompette ridée, un piano à l'église fermée verticale, avec des clés usées, une batterie de pièces en détresse, un violon à 2 de rogne. C'était petit. C'était suffisant. Les Allemands se sont lancés sur ces objets comme affamés. Beaucoup avaient une formation musicale solide, l'éducation européenne a évalué le classique, la technique. Ce qui manquait de familiarité avec le jazz manquait, compensé avec compétence. Ils ont commencé à imiter ce qu'ils ont entendu sur les albums, les lignes métalliques de Count Basie, Goodman Clarinet Swall, The Low Walkers des sections rythmiques américaines. Ils ont appris à se balancer non pas par le score, mais à l'oreille. Répétition. Erreur. Tentative. Jusqu'à ce que soudain la rainure se produise. Ils ont baptisé la caserne du rythme. Ce qui a commencé comme des répétitions timides est devenu des concerts samedi soir dans la salle de loisirs. Au début, le public était le leur, des rangées d'hommes avec des sourcils arqués et arqués, comme défiant le groupe les impatients. Mais au cours de la 3e semaine, les gardes ont commencé à apparaître. Puis l'équipe de cuisine. Puis le commandant du camp. Tout le monde voulait voir ce qui se passait derrière cette scène de fortune avec des coffres empilés et des scénarios peints à la main. Ils ont joué à American Patrol, Little Brown Jug et ont même osé s'adapter dans l'ambiance. Quand elle manquait, ils ont improvisé avec de la mémoire ou des mélodies cousues à l'oreille. Parfois, ils ont ajouté leur propre épice, un rythme de polka, une étendue de chansons folkloriques allemandes, créant quelque chose de transatlantique, unique. Ce n'était pas parfait. C'était électrique. Et puis la danse est venue.
Au début, certains gardes ont ri de voir un cuisinier bavarois grand et maladroit, battant les pieds au rythme d'un solo de clarinette. Puis un autre homme, les bras croisés sur le dos, secouant la tête, ne le réalisant presque pas. Jusqu'à ce que, une nuit, les prisonniers se levaient, se sont inclinés les uns contre les autres et commencent à bouger. Ce n'était pas exactement Jitterbug, mais c'était sans aucun doute une danse. Ils ont raté les marches, riaient des trébuchements, tournaient avec une joie maladroite et presque sauvage. C'était surréaliste, derrière les barbelés, dans un espace fait pour apprivoiser les esprits et les routines de contrôle, la culture. Qui leur avait appris à mépriser les a maintenant déplacés à l'intérieur. Ils ont prêché une tablette sur la porte, Swingabent, Entry frei. Swing Night, admission gratuite. Une nuit, un nouveau venu, un ancien officier SS, un visage sévère, une croix de fer sur sa poitrine érutée par la porte au milieu d'un concert. Shameful, grogna-t-il, danse comme des Américains. Et il est parti en se battant. Peu l'ont suivi. Les autres sont restés. Certains ont même frappé leurs pieds plus fortement sur le sol, comme pour noyer sa sortie. Ce n'était pas seulement la distraction. La musique a rempli un vide, émotionnel, psychologique, voire physique. Les hommes dépouillés de l'identité, du but et de la direction trouvés dans le jazz non seulement rythme, mais aussi. Il était codé la liberté non pas dans des documents, mais dans les barreaux. Un dialogue entre les métaux, les tambours et l'âme. Dans l'improvisation, ils ont découvert quelque chose qu'aucune classe ne pouvait enseigner, la beauté de l'incertitude. Les Américains ont réalisé. L'aumônier de Fort Kearny a écrit à la famille, « Maintenant, il joue nos chansons. Et il joue bien. Je ne sais pas s'il croit à la démocratie, mais je crois qu'il croit au swing. » De là, les samedis du soir appartiennent à la musique. Pendant un moment, la guerre s'arrêtait sur le bord de la piste de danse. En dehors des fils, cependant, le conflit a suivi son cours. Mais pour les prisonniers affectés à des travaux ruraux par l'Amérique, la vie quotidienne a révélé un autre type de champ de bataille, celui où la liberté était non seulement théorisée mais vivait. Beaucoup ont été envoyés dans des fermes, des scieries ou des usines en conserve dans le Midwest et le Sud, une partie des accords qui ont échangé la main-d'œuvre contre des salaires et un traitement humain. Ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'était un débordement culturel. Le travail était dur, transporter des sacs de céréales sous le soleil de l'Iowa, empiler des bûches au Minnesota, récolter la pêche en Alabama. Mais ils sont venus avec lui d'étranges privilèges. Renvie vers la ville, s'arrête sur des sources de soda. Voler des conversations, aussi brèves qu'elles l'étaient, avec des civils américains. Et toujours, la musique. Les radios étaient partout, dans les tracteurs, dans les granges, dans le reste du reste, même dans les camions qui. Les camions qui les ont transportés des champs vers la caserne ont résonné avec les mêmes mélodies qu'ils ont entendues dans les camps, seulement maintenant, ils venaient des rues. Le jazz et le swing qui étaient auparavant éloignés, filtrés par les haut-parleurs des champs, maintenant jaillissaient des snack-bars, les stations-service, les fenêtres ouvertes des épiceries. Bing Crosby a traîné ses notes veloutées sur les trottoirs poussiéreux. Le sceau de Louis Jordan a frissonné les murs de balles de fortune dans les petites villes qui n'étaient même pas sur les cartes. Et le vendredi soir, lorsque les camions passaient lentement les routes rurales, les prisonniers ont repéré, à travers les portes ouvertes des granges, un monde qui a contesté tout ce qu'il leur avait enseigné. C'était un spectacle presque obscène dans sa vitalité, les salles de bal montées sur les sous-sols de la Légion américaine, dans les gymnases scolaires ou au bord des lacs éclairés en clignotant des guirlandes. L'énergie était palpable. Filles de robes de coton tournent, garçons uniformes riant sans cérémonie, groupes communautaires jouant du Kellington et Artie Shaw sous des lanternes en papier. Les Allemands n'ont jamais été autorisés à entrer, les règles de la non-fraternisation étaient rigides, mais ils ont vu. Ils ont espionné les grilles des camions, ont entendu les accords résonnants des parkings, ont senti le rythme palpitant dans la poitrine. Pour beaucoup, ce fut le moment le plus inquiétant de tous, car cela ne semblait pas dégénéré, ni en décomposition ni dangereux. Il avait juste l'air, gratuit. Certaines villes sont allées plus loin. Au Nebraska, des résidents sympathiques ont organisé des manifestations musicales près des lieux de travail. Les musiciens américains, beaucoup trop vieux ou trop jeunes pour le service militaire, ont été invités à jouer des concerts de swing en plein air, juste à la portée de la caserne des prisonniers. C'était une sorte de fonctionnement moral pas de initial, déguisé en divertissement. Mais cela a fonctionné. Un sergent de Carson Field a marqué dans son rapport, « Je pense que le haut commandement voulait les adoucir. Mais je pense que nous ne pouvons les faire danser dans les rêves. »
Et ce n'était pas seulement le jazz. Maintenant, les PSW ont été exposés aux ballades de campagne, aux premiers blues, aux chorales de l'Évangile qui ont rescuté le dimanche. Musique enracinée dans l'âme américaine. Ils n'ont pas toujours compris les paroles, mais l'intention émotionnelle était indubitable, tristesse, joie, désir, foi. Une langue sans frontières. Certains prisonniers ont gardé de petits cahiers où ils ont griffonné des paroles, essayant de capturer des sons qu'ils n'avaient jamais entendus. D'autres ont conçu des croquis de salles de bal à distance, files d'attente de couples sous les pendants, des robes en rotation, des sections métalliques étincelantes. Un homme, Hans, de Düsseldorf, a dessiné la même scène 5 fois de suite. Avec chaque version, les fouilles au premier plan sont devenues plus rapides, presque transparentes. Il y a eu des incidents, bien sûr. Un groupe de PSW près de Temple, au Texas, a improvisé un concours d'imitation de Jitterbug pendant la rupture du travail, juste pour être réprimandé par un gardien plus âgé, incapable de comprendre comment les prisonniers pourraient rire. Mais la plupart des gardes ont fait semblant de ne pas voir, ni même de applaudir. Après tout, beaucoup étaient aussi des garçons de terrain, peu plus âgés que les hommes qui ont regardé. L'un d'eux a même embrouillé l'harmonica pour le chef du groupe de terrain d'Opalea, murmurant seulement « Ne dites pas d'où il vient ». Cet harmonica a été découvert plus tard, a été utilisé dans un blues écrit par les prisonniers eux-mêmes, présenté lors du prochain concert du camp. La lettre, en anglais brisé, était simple mais inoubliable, à la maison, pas de filles, pas de guerre pour gagner mais la musique est forte et swing. Même au travail, même dans la routine structurée de la prison, le rythme de la vie américaine s'est infiltré. Non pas par des conférences ou des folioles, mais par des mélodies qui flottaient sur les champs de maïs, des aperçus d'une petite joie authentique, impossible à ignorer. Pour les hommes créés sous l'ombre de la discipline et de la pureté idéologique, que le pouls chaotique et émouvant de l'Amérique était à la fois étrange et irrésistible. Il n'a pas eu besoin d'être expliqué. C'était suffisant pour être entendu. De retour dans la caserne, le jazz et le swing ont continué à tourner dans les haut-parleurs et les radios de fortune. Mais quelque chose de plus silencieux, et peut-être plus durable, se produisait. Les prisonniers avaient commencé à écrire. Les lettres, autorisées par la Convention de Genève, ont été censurées mais pas entièrement interdites. Chaque homme avait droit à un nombre limité de pages par mois et les utilisait la plupart. Au début, les messages étaient brefs, prudents, pleins de codes, mise à jour de la santé, demande de petits objets, de vagues garanties. Mais au cours des mois, le ton a changé. Certaines lettres sont venues pour décrire des choses étranges, concerts, musique américaine, films, danse. Au début, de nombreux récipiendaires en Allemagne pouvaient à peine croire. Ce n'est pas ce que nous nous avons dit, a écrit un soldat au début de 1945. Les Américains ne nous laissent pas mourir de faim. Ils nous nourrissent comme les leurs. Ils nous ont même laissé regarder leurs films. Un autre était encore plus énigmatique, nous sommes toujours prisonniers, mais pas la guerre. Maintenant, nous sommes prisonniers d'idées. Les censeurs ont permis à beaucoup de ces lignes passer, peut-être à des fins. Ils connaissaient l'effet que ces mots pouvaient avoir. Les familles, les épouses, les amis de l'autre côté de l'océan, en lambeaux par la faim, les bombes, les pannes de courant, lisent des balles dans les camps américains et ont senti quelque chose se déplacer à l'intérieur. Les chuchotements sont retournés en Allemagne par courrier, que les PSW au Texas apprenaient l'anglais, que les soldats Wehrmacht ont joué Benny Goodman, qui, même le plus fidèle, avait commencé à remettre en question. Dans la caserne, les lettres sont devenues des événements. Un homme a reçu une enveloppe bleu clair estampillée par l'armée américaine, avec une encre rouge de censure, et lu. Voix forte pour les compagnons. Les réponses ont été soigneusement élaborées, presque comme des rituels. Certains comprenaient des conceptions d'instruments, des projecteurs de films, des scènes de danse. D'autres ont copié les paroles de la mémoire, souvent phonétiquement, demandant aux membres de la famille que s'ils pouvaient une fois, ils se sont rendus dans ces disques. Mais au-delà des lettres, les conversations les plus puissantes étaient celles qui se sont produites tard dans la nuit, parmi les lits voisins. Murmure après avoir effacé les lumières. Ces dialogues qui commencent comme des commentaires occasionnels et se terminent par des confessions. Je n'ai jamais imaginé que les Noirs pouvaient jouer comme ça, a chuchoté un. À la maison, ils seraient invisibles. Je pensais que les Américains n'avaient aucun contrôle, ils n'avaient aucun sentiment, a admis un autre. J'ai toujours pensé que la liberté était un piège. Maintenant, je ne suis pas sûr. Ce n'étaient pas des débats politiques. C'étaient des révélations.
des hommes qui avaient grandi dans une hiérarchie rigide, qui avaient marché, crié et obéi, a maintenant vu des soldats américains danser swing hors service ou monter les bras avec des filles dans les foires locales. Des choses qui semblaient à la fois étranges et profondément humaines. Encore plus inquiétant était de réaliser que cette culture, autrefois méprisée comme faible et désordonnée, avait survécu aux pires années de guerre, et a prospéré. La chanson de Glenn Miller a toujours joué, même après sa mystérieuse disparition. Hollywood a continué à produire des films. Les Américains riaient encore, dansaient toujours, faisaient toujours des chansons d'amour. Un prisonnier, autrefois fidèle à la fête, a noté dans son journal des années plus tard dans les archives d'après-guerre, « Je n'aime pas l'Amérique, mais je les envie. Pas pour leurs armes, pas pour leur argent, mais pour leur légèreté, à cause de leur capacité à vivre sans demander la permission. Cela me terrifie parce que je ne peux pas contester. » Alors que la guerre à l'extérieur est venue à son point culminant, les forces alliées progressant, la ruine de l'Allemagne, les villes ont réduit en décombres, dans ces camps ruraux, un autre type d'effondrement était en cours. L'effondrement de la certitude. Pour de nombreux PSW, le sort d'idéologie n'était pas brisé par la force, mais par exposition. Pour les groupes swing au Kansas, pour les étoiles, le geste simple d'écrire à la maison, « Aujourd'hui, j'ai entendu de la musique. » Ce n'était pas comme le nôtre, mais c'était. La guerre s'est terminée par la brutalité silencieuse d'une scène qui s'effondre au milieu de l'acte. Une semaine, les rumeurs serpent à travers la caserne, Hitler mort, Fallen Berlin, la reddition allemande scellée. Dans ce qui suit, la nouvelle était officielle. Les prisonniers se sont rassemblés autour de radios où ont entendu des biens immobiliers, les gardes ont lu les bulletins à haute voix. Certains ont crié. D'autres sont restés dans un mutisme épais, comme si les mots ne pouvaient pas traverser le poids de ce qu'ils ressentaient. Certains se sont toujours effondrés dans les champs ouverts, leurs yeux fixés dans le ciel, comme s'ils cherchaient en lui une réponse que la terre ne pouvait pas donner. Pendant des mois, ils avaient vécu dans un membre du fil de fer barbelé et des mesures de swing, suspendus entre deux mondes, un qui n'existait plus, un autre qui ne leur appartiendrait jamais. Maintenant, le monde qui est parti était en cendres. Et le monde qui est entré par le jazz hollywoodien, les rires partagés, était comme un rêve qui s'estompe à Awakening, trop réel pour être oublié, trop intouchable pour être conservé. Le rapatriement n'était pas instantané. Il y avait des papiers à signer, des trains pour être organisés, des bureaucraties à réaliser. Mais le vrai voyage, qui a déchiré l'âme, il avait commencé bien auparavant. Les Américains, il est juste de dire, a traité une dignité que beaucoup ne s'attendaient pas. Dans les jours précédant le match, plusieurs chants ont distribué des packages culturels d'adieu, livres, journaux, même records de jazz à ceux qui voulaient prendre un morceau de ce son interdit. Certains gardes ont embrassé leurs anciens concours. D'autres hochèrent juste la tête, avec un respect silencieux, comme s'ils savaient qu'aucun mot ne pouvait remplir ça. Vide entre ce qui était et ce qui allait arriver. Pour les prisonniers allemands, le voyage de retour était aussi physique qu'un pèlerinage intérieur. Ils se sont lancés dans des navires non seulement avec leurs compagnons de guerre, mais avec des fragments d'une culture qui, sans s'en rendre compte, avait recomposé leur vision du monde. Un harmonica caché dans la poche du sac à dos. Un croquis de Fred Astaire se précipita vers le magazine écrasé. Une double page avec des paroles de Duke Ellington, traduites en allemand tronqué. Surtout, ils portaient des souvenirs, la nuit où ils ont dansé pour la première fois sans crainte, le rire se desserrer devant une blague américaine, le sentiment de jazz les inondant comme de la pluie après une sécheresse sans fin. De retour en Allemagne, ils ont trouvé un pays réduit en rails carbonisés, des rails de train tordus, des familles dispersées ou perdues à jamais. Et pourtant, parmi les ruines, beaucoup ont apporté quelque chose d'étrange et d'intouchable, un rythme. Ils n'étaient pas les mêmes. Pas tout, pas complètement, mais profondément. Certains sont devenus professeurs de musique, désireux d'explorer le swing et le jazz que Reich avait condamné. D'autres ont ouvert des clubs de cinéma, chassent sur les marchés noirs les films américains qui les avaient fascinés. Certains ont obtenu des emplois sur de nouvelles radios ou des commissions culturelles créées sous la supervision alliée. Ils ont parlé de la démocratie, pas toujours avec conviction, mais avec une curiosité qui n'existait pas auparavant. Les historiens remarqueraient plus tard ce déplacement silencieux. Parmi les ex-personnalités, en particulier ceux qui ont traversé les domaines américains, les taux d'engagement démocratique d'après-guerre étaient plus élevés. Les taux d'antisémitisme légèrement inférieurs. L'exposition à la culture américaine ne les avait pas transformés en Américains, mais les avait rendus sceptiques quant aux certitudes totalitaires. Ils avaient vu une autre forme de vie.
Écoutez-le. Dansez avec elle. À Düsseldorf, un ancien prisonnier du nom d'Ernst a commencé à jouer du jazz dans des bars locaux. Il avait appris la clarinette dans le chant d'Atterbury. À Leipzig, un autre, Karl, a inauguré un petit cinéma qui n'a passé que des films américains des années entre 30 et 40. Sa double session la plus populaire, Casablanca et Swing Time. Il a dit qu'il aimait le message, tout le monde mérite une seconde chance. Mais l'impact n'était pas toujours visible. Plusieurs fois, il a vécu caché à l'intérieur d'eux. Une mélodie sifflée sur le chemin du retour. Un doigt battant un rythme invisible en faisant la queue pour le pain rationnel. Un sourire discret en se souvenant d'une salle de danse éclairée des lampes suspendues, où les seules ombres étaient celles qu'il projetait elles-mêmes. C'était comme si, dans ce bref intervalle entre la guerre et la reconstruction, ils avaient subi la liberté non pas par des décrets ou des discours, mais pour la musique, pour le cinéma, pour la balançoire des corps au son d'un battement interdit. Des années plus tard, lorsque des chercheurs d'après-guerre leur ont demandé ce qui les avait le plus surpris dans la prison américaine, la réponse était presque toujours la même. Pas la nourriture. Pas le traitement. Pas l'immensité de la terre. C'était la musique. L'ironie était cruelle, douce et parfaite. Un régime qui a interdit le jazz et chassé le swing avait envoyé ses enfants à la guerre, pour être désarmés du son le plus redouté. Pas pour les balles, pas pour les bombardements, mais pour le cri de trompette, la syncopade d'un tambour, pour une chanson d'amour touchée dans l'obscurité.